l'apprentissage de langue et ce retour un peu aux sources, en tout cas en ce qui me concerne. Merci à Hassan pour ton exposé. Moi, je découvre le documentaire avec beaucoup de plaisir. Et puis ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on sent, aussi bien dans le documentaire que dans la façon dont tu présentes les choses, on sent qu'il y a beaucoup de passionnement, beaucoup d'émotions et beaucoup d'interrogations. Alors, s'il y a quelque chose qui me paraît fondamental dans ce qui vient d'être dit, aussi bien à travers le documentaire qu'à travers les propos qu'a tenus Hassan, c'est, et pour reprendre un petit peu votre intervention, et la vôtre aussi, c'est que cette quête de l'identité, elle varie et elle intervient à plusieurs niveaux. Elle ne concerne pas uniquement que les Berbères ou les Kabyles. La question de l'identité, elle concerne tout un chacun d'entre nous. Et les premières questions de l'identité qui ont été posées d'un point de vue scientifique, elles remontent au début du XXe siècle et elles ont comme origine le milieu américain et essentiellement les luttes des populations des Noirs américains aux États-Unis. Et généralement, cette question de l'identité, elle se pose souvent dans des situations de conflit. Alors, conflit avec soi-même, conflit avec l'autre et conflit avec l'autre au sens large du terme. Alors, on découvre son identité ou on va à la quête de son identité toujours quand on est dans un rapport à l'autre. L'identité qui est la nôtre, elle est au début, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Alors, elle est individuelle parce que chez nous, en Kabylie, quand il y a un enfant qui naît ou quand on interroge quelqu'un, on lui dit qui es-tu? Aras, oui, qui est? La référence, l'enfant ou la personne à qui on pose cette question, il dit je suis le fils de. La première identification qui est la nôtre, dans la société kabyle et dans la société berbère en général, nous sommes fils de quelqu'un. D'ailleurs, une des problématiques qui s'est posée durant la colonisation française, en 1871, il y a eu le premier recensement des populations, et ce recensement, il ne s'est pas fait de façon... il ne s'est pas fait comme ça, de façon fortuite. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un soulèvement en 1871, et ce soulèvement qui a été mené par Al-Muqarrani et Cheikh Haddad, à un moment donné, a poussé l'autorité française à faire un recensement pour contrôler un petit peu le mouvement des populations. Ils sont arrivés dans les villages, ils s'adressent aux gens en leur disant « Qui es-tu? Ton nom. Il dit « Moi, je suis fils de. Et toi? Je suis fils de. Fils de Hassan, fils de. » Tout le monde répondait de la même façon. Donc, à un moment donné, ils étaient devant une situation de dilemme. Ils sont tous fils d'eux. Et le fils d'eux, il se décline dans notre société par des appellations naïd ou aïd. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir contrôler un peu plus les mouvements des populations et la société, ils ont commencé à donner des noms. Moi, je m'appelle Rouas, mais mon vrai nom n'est pas Rouas, mon vrai nom est Aïd, ou fils d'eux. Et c'est comme ça qu'on découvre, dans les parties arabophones, on découvre les Bels. En Kabylie, c'est les Haït. Dans d'autres régions, c'est les Naït, ou parfois c'est un mélange entre Naït, Haït et les Bels dans les régions arabophones. Donc c'est toujours en rapport à l'autre et dans un rapport de comparaison à l'autre. Alors, les études sociologiques qui ont travaillé sur cette question-là, elles sont faites toujours dans un rapport, dans une situation de comparaison à l'autre. Et je dirais que si je peux utiliser deux citations dans notre rapport les uns et les autres, il y a deux citations qui me paraissent importantes. C'est « qui s'assemble se rassemble ». Et quand on dit « qui s'assemble se rassemble », c'est on parle un petit peu de nos ressemblances.
nous sommes des Kabyles, nous sommes des Berbères, nous sommes des Français, donc il y a des choses qui nous sont communes, comme tu disais tout à l'heure. Mais il y a aussi des choses qui nous différencient. Alors qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres? Sans aller très loin, nous sommes une quarantaine de personnes ici, il y a des hommes et des femmes, il y a des gens qui sont chrétiens, musulmans, il y a des gens qui pratiquent, qui ne pratiquent pas, il y a des gens qui ont des cheveux noirs, des cheveux bleus, les yeux bleus, voilà. Nous avons aussi des différences. Et ça c'est important. Et pour reprendre un petit peu ce qui a été dit tout au long de l'exposé de Hassan, l'identité d'un individu, c'est quelque chose de composite. Moi, dans mes travaux, je la compare à une salade composée. Dans une salade composée, on trouve plusieurs ingrédients. Et notre identité de berbère, elle est aussi une salade composée. Nous avons du phénicien, du punique, du carthaginois, du romain, du turc, du vandale, du français, de l'arabe. Donc tout ça fait partie de notre identité. Nous avons ce privilège, entre guillemets, d'avoir une identité riche et composée. Et le travail qui est le nôtre, en tout cas moi c'est le combat qui est le mien, c'est de faire de telle sorte que cette identité, elle soit cultivée, défendue, diffusée, revendiquée, mais dans un esprit de respect de l'autre, de respect de notre diversité, mais aussi, plus important encore, dans un esprit de tolérance. Parce que ça c'est important. Je crois que c'est l'élément le plus important. Et je vais rebondir un petit peu sur ta quête. Toi, tu es parti dans une quête parce que tu as évolué dans un contexte qui t'était... Tu étais en situation de conflit. Tu ne savais pas qui, tu t'es posé des questions. Et bien, ces questions, moi, je les ai posées quand je suis arrivé à Alger. Je suis né en Kabylie, en 1956. En 1963, je débarque à Alger. Et là, on découvre Alger. On ne sait pas si on est étranger ou on n'est pas étranger. En fait, on ne sait pas exactement qui on est. Et ça me fait penser à un livre que je recommande vivement de lire. C'est Les chercheurs d'os de Tahar Djaoud. Tahar Djaoud, il quitte pour la première fois son village natal. Et il va à la recherche des os de son frère qui est décédé. Donc, au fur et à mesure qu'il quitte son village natal, il découvre qu'il y a des gens qui sont différents de lui. Dans l'habillement, dans les traditions. Et plus il s'éloigne de sa Kabylie, plus il arrive vers Alger. Et là, il découvre encore toutes ces différences. Il arrive à Alger, les gens parlent une autre langue. À Alger, et pourtant, Dieu seul sait que 90% de la population d'Alger, c'est des berbères, c'est des Kabyles. Et ben, ce qui nous est arrivé, moi je vais vous raconter une anecdote. J'arrive à Alger, en 1963, ma sœur, elle m'envoie un jour pour acheter des œufs. Elle me dit, Arsperouk, il est أعطيني زوج حبات بيض وسقارة سنة الليل. Je sors avec l'argent sur tout le trajet. Arrivé chez l'épicier, ça rappelait c'est quelque chose. Là, pour traduire, je pense voilà, ça sera mieux. Donc ma soeur m'a envoyé pour acheter des œufs. Elle dit, attention, ne lui demande pas, il y a une expression en arabe, zouch habat bel. Mais ne lui dis pas en kabyle, snat mlalim, narzouj mlalim. Moi j'arrive chez l'épicier, au lieu de dire l'expression en arabe, j'ai fait ma commande en langue kabyle. Vous ne comprenez pas? Et les copains qui étaient à côté de moi, ils m'ont surnommé Zouj Mlalim. Oui, mais c'est une réaction inconsciente et c'est fort parce que ça, là, j'ai compris tout de suite que j'étais différent. Mais j'ai compris aussi tout de suite que j'étais différent. Mais c'est exactement le même problème.
le processus. Voilà. Le problème, il est le même. Et c'est là qu'on rentre dans une situation de conflit, parce que, à la différence où on ne te parlait pas en kabyle, où on te parlait en kabyle, mais ton milieu extérieur t'empêchait de répondre en kabyle inconsciemment, parce que c'est comme ça que les choses se passent, et quand je dis comme ça que les choses se passent, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, on dirait. J'ai 2 filles, jusqu'à 3-4 ans, je leur ai parlé en kabyle. Je leur ai appris à rouler le couscous. Je leur ai chanté Idir, je leur ai tout chanté. Jusqu'à 3-4 ans, elles me répondaient en kabyle. Mais à partir du moment où elles sont rentrées à l'école, le cadre a complètement changé. Leur mère, qui est allemande, elle a fait la même chose. Elle leur a parlé en allemand, elle leur a chanté en allemand. Mais arrivée à l'école, quand elle les accompagnait le matin, elle disait à la maman, maman ne nous parle pas en allemand. Parce qu'elle baigne dans un contexte. Donc il y a des résistances et c'est normal. Donc, et tout ça pour dire qu'il y a des contextes qui favorisent l'apprentissage, il y a des contextes. Et vos enfants, de toutes les façons, mettez-vous une chose dans la tête, c'est que même s'ils ne vous répondent pas, se réveillent, même s'ils ne vous répondent pas en kabyle, ils ont magazine, ils enregistrent. Et ça viendra ultérieurement, ça viendra. Et puis ce qui est fondamental, ce qui est très important, c'est qu'ils sachent d'où ils viennent. C'est qu'ils sachent, et le terme origine pour moi, il est important, parce que le terme origine ou racine, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Donc ça c'est important, parce que quand on sait d'où on vient, quand on sait qui on est, eh on est en équilibre sur ces 2 jambes. Et ça, quand on est en équilibre, donc on sait, on a une base solide, et on peut se projeter dans l'avenir. On peut, à partir du moment où on a une identité qui est posée, et cette identité, elle est multiple. Vos enfants qui sont nés aujourd'hui ici, ils sont français, mais ils sont aussi marocains, algériens, de culture marocaine, algérienne, de racines ou d'origine algérienne ou marocaine, ou portugaise, ou bretonne. Hein. Et ça c'est important. Donc ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où ils savent qui ils sont, ils peuvent se projeter. Et là, je vais un petit peu répondre à votre question. L'histoire du drapeau, elle a une signification. C'est aussi parce que ces gens-là, ces jeunes, aujourd'hui, ils ne savent pas exactement qui ils sont. Alors, quand je dis ils ne savent pas exactement qui ils sont, ce n'est pas uniquement en termes je suis kabyle ou je suis marocain ou je suis portugais. Je vais parler plus de la société, hein, des jeunes de la communauté berbère, quelle qu'ils soient algérienne, marocaine, tunisienne, libyenne ou autre. C'est parce que l'histoire de la Berbérie, l'histoire de l'Afrique du Nord, l'histoire de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ne leur a pas été enseignée comme elle doit l'être. Pour eux, l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, commence avec l'arrivée des musulmans. Ce qui est faux. Fondamentalement, l'histoire de l'Algérie, du Maroc ou de l'Afrique du Nord, comme on appelle, elle remonte à moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une petite histoire. Et dans cette histoire de moins de 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, on a connu tout. On a connu toutes les invasions. J'ai parlé tout à l'heure des Phéniciens, des Romains, des Byzantins, des Vandales, des Turcs. Hein. Tout cela est un enrichissement pour nous. Et quand on connaît son histoire, ben c'est fondamental, c'est important. On n'est plus en conflit avec soi-même, on n'est plus en conflit avec l'autre. Et un enfant, et moi je suis persuadé d'une chose, et je crois que l'un des chantiers que doit avoir l'école française d'aujourd'hui, c'est de pouvoir justement donner, je le dis à juste titre, je suis dans un établissement scolaire, je suis confronté régulièrement tous les jours face à ces jeunes d'origine algérienne, marocaine ou autre, y compris africaine, qui ne connaissent pas vraiment leur histoire. Et moi je suis persuadé d'une chose, c'est quand on leur enseignera cette histoire-là, je suis persuadé d'une chose, que comme notre histoire, comme dans la société berbère, est fondamentalement une société démocratique. Une société où la tolérance, elle est là, une société où on se respecte les uns et les autres. Je suis sûr et certain que
On avancera beaucoup sur le chemin de la démocratie, on avancera beaucoup sur le chemin du combat que l'on doit mener les uns et les autres contre toutes les formes d'intégrisme, quelles qu'ils soient. Mais pour pouvoir lutter contre les formes d'intégrisme, quelles qu'ils soient, il faut qu'on sache qui on est et pour pouvoir se projeter. Ça c'est important. Donc le drapeau, il y a un malaise. Parce que, pourquoi ce malaise? Ce malaise, il a son explication aussi qui d'origine purement identitaire. C'est un conflit identitaire. Ils descendent en Algérie, ils sont désignés de fils d'immigrés. Ils viennent ici, on les désigne de fils d'étrangers. Vous voyez le conflit. Et c'est toujours cette question de l'identité, elle est toujours liée à un conflit, qu'il soit personnel ou qu'il soit sociétal. Alors, dans le cadre de l'Algérie ou du Maroc, l'Algérie, la problématique identitaire, elle se pose, elle est forte, parce que, historiquement, la question de l'identité, le problème de l'identité, il a commencé à se poser dans les années 1920. Là, il y a eu une première crise identitaire, il y a eu un premier problème majeur entre les berbérophones du mouvement national et les arabophones. Les arabophones ont fait tout pour supprimer ou pour éliminer tous les militants berbérophones du mouvement national. Donc c'était la première crise identitaire. En 1937, un gars comme Laïmesh Ahmad, qui est l'un des fondateurs de l'étoile nord-africaine du mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, il a été éliminé, pas physiquement, il a été éliminé du mouvement national, et c'est Moussa El Hadj qui a pris la place du mouvement. Moussa El Hadj est un comment dirais-je, il avait une vision qui était pan-arabiste et pan-islamiste. Et à partir de 1949, avec Ben Badis, le mouvement national algérien a choisi comme triptyque: l'Algérie c'est mon pays, l'arabe c'est ma langue, l'islam c'est ma religion. Mais quand il a choisi ces trois piliers-là pour l'identité de l'Algérie, il les a choisis par opposition à la France c'est mon pays, puisque l'Algérie, comme les trois pays du Maghreb, était sous domination française. Le français, c'est ma langue, et le christianisme, c'est ma religion. Donc c'est vraiment par opposition à ça qu'on a choisi cette définition. En 1962, le pouvoir algérien, il a continué ce qu'on avait fait. Il a imposé la langue arabe, il a imposé la religion musulmane, et il a imposé l'identité, les trois piliers et à partir de ça, donc il a éliminé tout ce qui est expression différente. Les Kabyles ont été sous pression, sous domination, les Berbères en général, on n'avait pas le droit à exprimer notre identité et qui on était. Et comment cette chose-là, cette pression à la suppression de toute cette question identitaire berbère, comment elle s'exprimait concrètement sur le terrain? À partir de 70, on a commencé à sentir le danger venir menacer cette identité. Alors le pouvoir, il a utilisé deux stratégies. La première, il s'est attaqué à tout ce qui était éléments écrits. Il y avait un seul enseignement à l'université d'Alger, c'est un enseignement qui était tenu par Mouloud Mahmoud. Mouloud Mahmoud, il a enseigné le berbère à l'université d'Alger. Mais quels sont les Algériens qui connaissaient l'existence de ce cours? Pardon, il n'y avait que les étudiants qui connaissaient cette. Donc en 1976, l'État algérien a dit plus de cours, on ferme, on interdit. Il restait un deuxième document, un deuxième aspect écrit. Il y avait un fichier de documentation berbère qui était à Benakloun, toujours à Alger. Eh bien, le pouvoir algérien a dit ce fichier documentaire, je le mets sous scellé et je ferme. Donc il s'est attaqué à l'écrit, donc il n'y avait plus d'écrit. Il restait l'oral, l'oralité. Et là, il commençait à s'attaquer à quoi?
il a supprimé la radio kabyle à Paris. Elle est née, et pour l'anecdote, je vous raconte une histoire que j'ai vécue en direct. Nous sommes à Gounigraï, le village de Slimane Azem. Slimane Azem, c'est l'enfant de l'exil. Tous les jours à 19 h, cette radio kabyle de Paris, elle passait une ou deux chansons de Slimane Azem. Je me souviens comme si c'était hier, à 19 h, chez ma sœur, dans le village natal de Slimane Azem, à 19 h, c'est silence total. On a l'impression que le village est complètement mort. Toutes les familles sont réunies dans la cour, avec le seul élément qu'il y avait, c'était la radio. 19 h, tapante, on passe Slimane Azem. Ça ne dure pas longtemps, ça dure un quart d'heure, mais c'est le silence olympien. On dit que vous êtes dans une église. Tout ça pour écouter le fils de l'exil. Donc on a supprimé la radio kabyle. Ensuite, petit à petit, on s'est attaqué à la radio kabyle algérienne, nationale. Cette radio, elle émettait, on pouvait l'entendre, on pouvait l'écouter toute la journée. Après, ils ont limité. On l'écoutait de 6 h du matin jusqu'à 9 h, de midi jusqu'à 15 h et de 18 h jusqu'à 21 h. Comme si la vie du kabyle ou du berbère, elle était réduite à ces 9 h dans la journée. La journée du kabyle, c'était 9 h. La journée normale, c'était 9 h. Ensuite, on a commencé à s'attaquer aux artistes, aux écrivains. Mouloud Mamri a voulu donner une conférence sur l'histoire de la Berbérie, sur la culture berbère à l'université de Tizi Ouzou. On lui a interdit. Tous les samedis à la télévision de l'époque, il y avait des spectacles à la télévision où on invitait des artistes. Au début, quand il y avait une quinzaine d'artistes, il y avait sur les 15 artistes, 3, 4, 5 artistes kabyles. Petit à petit, on a commencé à réduire. 3 artistes, 2 artistes, 1 artiste. Et ils ont poussé le comble jusqu'à une chanson. Et cette chanson, elle passait en dernier. J'ai encore une autre image, ma belle-sœur, qui me dit, ce jour-là, de mémoire, je crois que c'était Noah, mais elle passait en dernier. Elle me dit, je vais aller dormir, et quand Noah arrive, tu me réveilles s'il te plaît. Donc petit à petit, on a tout fait pour éliminer tout ce qui était culture berbère, culture kabyle. Et ça, nous avons commencé à le ressentir à partir des années 70 comme un danger de disparition de l'identité kabyle, de l'identité berbère. D'où réaction, toujours quand il y a une situation de conflit, quand il y a une situation d'opposition, le peuple kabyle s'est senti menacé de perdre son identité, de perdre sa culture, de perdre son patrimoine, et il y a eu réaction. Alors, la réaction principale, elle est venue de la chanson. Pourquoi la chanson? Parce qu'à l'époque, comme je vous dis, donc, il y a eu d'écrit, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de revue, il n'y a pas de cinéma. Le seul élément qui rattachait encore le kabyle ou le berbère à son identité, à sa culture, était la chanson. Et pour vous présenter un petit peu la chose, il y a Farhat Nazir-Nimoula, qui est l'un des fervents défenseurs de cette identité. Il a dit la chose suivante: la chanson kabyle, c'est le livre dont a été privé le berbère enfant. Et tout progrès dans la chanson kabyle est un progrès de la langue kabyle. Et, pour citer encore un autre artiste ou écrivain plutôt, Kateb Yassine, il dit la chose suivante: si l'Algérie est arabe, pourquoi l'arabiser? Si l'Algérie n'est pas arabe, alors pourquoi l'arabiser? Vous voyez dans quelle situation on se trouve. C'est quelque chose de très, 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 très important. Donc je pense que ce qui est fondamental à retenir, c'est que toutes ces quêtes d'identité, elles sont là,
partir du moment où on vit une situation de